La vibes du jour, le déplacement de culpabilité. Vibes. Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de mon essai narratif consacré au thème de la manipulation. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents de cette série, le lien est en description. Nous nous retrouvons pour aborder un nouvel aspect bien connu de la manipulation, mais pas moins complexe. Démarrons notre histoire. Christelle est une femme appréciée. Comme son entourage aime à lui rappeler, elle est Madame Parfaite. Souriante, accueillante, dévouée, fidèle. Elle cuisine de succulents repas, travaille et touche un salaire plus que confortable, est considérée comme très jolie, est discrète. Sa maison est toujours propre et elle prend soin de son entourage. Elle fait même partie de ces rares personnes à qui on peut même faire une réflexion sans que cela ne finisse par des cris ou toute autre réaction négative. En effet, Christelle est une jeune femme très positive, très douce et très lumineuse. Du moins jusqu'à présent. Car malgré toutes ses qualités, son abnégation et sa bienveillance, une chose lui échappe toujours. Elle est assise au bord du lit, dos à Thomas, et ne comprend pas comment ils en sont arrivés là. Depuis le début de la relation, Christelle a toujours fait ce qu'il faut pourtant. Elle a partagé le positif, su discuter du négatif, et elle a corrigé les rares petites erreurs que Thomas lui avait suggérées. Mais les problèmes persistent. Elle n'est pas heureuse et elle en souffre. Thomas lui cumule les erreurs, qu'il commet du fait de l'attitude de Christelle bien sûr, car elle est trop ouverte aux autres, selon ses dires. Elle est trop désirable, trop avenante. Cela lui génère des insécurités. Et puis, elle revient sur leur passé parfois. Certes, sans crier, mais tout de même. Cela a le don de l'agacer. Il sait qu'il l'a déjà trompée. Mais c'était il y a 2 mois, il s'est excusé, puis c'était surtout parce qu'il doutait de sa fidélité à elle en plus. Et les messages qu'elle qualifie de coquins qu'il reçoit d'une amie ne la concernent pas en soi. Elle voit des problèmes là où il n'y a que des petites blagues entre amis. Thomas brise alors le silence. « Je crois que je vais te laisser, on va arrêter là. Tu souffres trop, t'es pas heureuse avec moi. » Le cœur de Christelle se serre. La rupture ? Après tant d'investissements, tant d'engagement ? Et l'appartement, les conjoints, les biens, le chien, le crédit ? Non, en fait, ce n'est même pas ça. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ces mots. Quelque chose qui la désoriente. Chers auditeurs, notre vibes du jour nous amène à voir ensemble ce qu'est le déplacement de culpabilité, qui est souvent confondu avec la victimisation. Car en effet, ces deux procédés se ressemblent, mais ne sont pas tout à fait les mêmes. Quand la victimisation vous fait porter la compassion, le déplacement de culpabilité peut vous faire porter la faute. Certains s'emploient à les utiliser ensemble, ce qui peut rendre la situation confuse et le processus assez redoutable. Mais quoi qu'il en soit, l'objectif qu'ils cherchent à atteindre est simple. Éviter de se regarder soi-même. Alors, êtes-vous réellement responsable ou victime de déplacement de culpabilité ? Et faut-il être une personne parfaite pour être préservé de cette forme de manipulation ? Commençons comme nous en avons l'habitude, par une définition. Le déplacement de culpabilité est un mécanisme relationnel de défense, par lequel une personne déplace la responsabilité de ses actes, et donc la culpabilité qui est associée, vers un tiers, qui peut être une personne physique, comme vous, ou, à minima, n'importe quel concept qui lui servira à déposer sa responsabilité afin de retarder, voire ne pas en assumer les conséquences. Le déplacement de culpabilité ne consiste pas à nier un fait. Il consiste à faire porter le poids du fait, donc les conséquences négatives bien sûr, à quelqu'un ou autre chose, comme un concept ou une phrase lui permettant de se rassurer sur sa non-responsabilité. L'objectif ? Faire diversion, auprès de vous, certes, en premier lieu, mais aussi auprès d'elle-même, pour ne pas se regarder, ne pas assumer certes, mais ne pas voir ce qui ne va pas. Sa manifestation, qui peut paraître subtile, lorsque vous la subissez de manière frontale, n'est en fait pas si difficile à repérer. Le processus est en réalité assez clair, et je pense qu'il devrait vous être familier, car on a déjà tous entendu quelque chose qui insinue ceci par exemple.
Si je a fait quelque chose, c'est parce que tu. Voici quelques démonstrations. Si tu m'avais pas manqué de respect, t'en aurais pas pris une. Je serais pas allé voir ailleurs si tu t'occupais de moi. Je préfère ne rien dire, de toute façon, tu comprendrais pas. Vous le sentez le malaise dans ces phrases? Elles disent toutes la même chose. D'abord, elles crient que la personne qui l'énonce n'est pas responsable, voire est victime. Et ensuite, elles suggèrent sans aucune discrétion que la personne qui la reçoit est responsable ou détient une forme de responsabilité partagée. Et si vous y prêtez attention, vous pourriez même finir par croire que vous êtes le manipulateur. Après tout, voyez comme vous semblez avoir du pouvoir. Les actions de l'autre seraient dictées par vos comportements. Ce ne seraient plus ses choix à lui, mais des réactions qu'il vous attribue. C'est précisément ainsi que le déplacement de culpabilité s'installe. On transforme ses propres actes en conséquence de l'existence de l'autre. D'ailleurs, la situation la plus alambiquée est souvent celle où l'on vous rappelle vos promesses. Car oui, lorsque l'on donne sa parole, il est parfois très difficile de revenir dessus, car cela nous donne l'impression de renoncer à nos valeurs. Mais, encore faut-il que le cadre s'y prête. Prenons un exemple connu. T'avais promis de ne pas t'énerver. S'il s'agit d'un désaccord mineur, comme un malentendu du quotidien, il est juste de faire l'effort de rester calme pour discuter lorsqu'on s'est engagé à le faire. Mais, si vous découvrez que votre partenaire attend un enfant avec quelqu'un d'autre, alors non, nous ne sommes plus dans le même cadre. Dans ce type de dynamique, une promesse peut servir à neutraliser une réaction pourtant légitime. Dans ce contexte-ci, ce n'est plus un engagement, c'est un piège. Car l'autre vous rend responsable d'une situation alors qu'il en a changé radicalement le cadre. Rappelons-le, pour le meilleur et pour le pire ne signifie pas « fais-moi du mal, je resterai quand même ». Cela signifie « je serai présent dans les épreuves normales de la vie », pas dans l'observation de ma propre destruction. Il existe néanmoins une version plus indirecte de ce mécanisme. Une version où rien n'est dit explicitement et où tout se joue à l'intérieur. Ici, la personne ne vous dit pas que vous êtes responsable. Elle ne vous accuse pas. Elle se raconte simplement une histoire. Une histoire dans laquelle elle se convainc que ce qu'elle fait est compréhensible, justifiable, presque inévitable. Par exemple, une personne peut se persuader que son infidélité est le résultat d'un contexte, une relation qui va mal, un manque d'attention, une éducation particulière, ou encore les modèles que la société lui renvoie qui l'autoriseraient en quelque sorte à adopter des comportements nuisibles. Par exemple, tout le monde ment. Dans ce récit intérieur, la responsabilité n'est plus vraiment la sienne. Elle est déplacée, parfois sur vous, la situation, l'éducation, voire un mélange de plusieurs choses. La personne peut même reconnaître que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Mais ça ne sera jamais assez grave, selon elle, pour en assumer pleinement les conséquences auprès de vous. Et concrètement, cela a des effets très clairs, des non-dits, des omissions, des mensonges répétés, des demi-vérités, une distance émotionnelle qui s'installe, et souvent une incohérence entre les paroles et les actes. Non pas forcément pour vous nuire directement, mais pour éviter de faire face à sa responsabilité, vous dire la vérité, à sa honte, assumer une erreur, ou à sa peur de perdre le lien. Et c'est là que le mécanisme devient particulièrement insidieux. Parce qu'il ne s'agit plus de vous faire porter la faute ouvertement, mais de se décharger du poids de la responsabilité à votre détriment, avant même toute confrontation. Cette forme indirecte de déplacement de culpabilité ne cherche pas d'abord à convaincre l'autre. Elle sert à se convaincre soi-même, à rendre supportable un acte qui autrement serait trop difficile à regarder en face. Et cela n'est pas un comportement sain. Non. Dans une relation, on se parle et on assume pour avancer ensemble. Alors, comment savoir chez qui se situe la responsabilité ? Que vous soyez victime ou auteur inconscient de ces mécanismes, l'objectif est de ne pas tomber dans cette forme de manipulation. Certains diront qu'il faut simplement faire preuve de bon sens. Mais justement, lorsqu'il y a manipulation, la réalité nous échappe. Nous nous retrouvons désorientés, en dissonance, parfois même sidérés. Alors, il faut des points de repère solides. Le premier, c'est la loi. Elle n'est pas parfaite. Elle manque parfois de finesse. Mais elle pose un repère minimal sur la violence, la contrainte,
le mensonge qui porte préjudice, ainsi que l'abus de faiblesse. Elle nous rappelle une chose essentielle. Faire du mal à l'autre n'est jamais une simple maladresse relationnelle. Mais la loi ne couvre pas tout. Certaines situations sont légales, mais profondément injustes. Quand Thomas dit à Christelle « Je crois que je vais te laisser, on va arrêter là, tu souffres trop, t'es pas heureuse avec moi ». A priori, aucune loi ne lui interdit de mettre fin à une relation douloureuse. Et pourtant, c'est peut-être bien cette phrase qui heurte Christelle, qui semble pourtant être moins avantagée dans cette relation. Mais pourquoi ? Voici d'autres points de repère pour y répondre. 2 questions simples. Ai-je choisi l'action pour laquelle on engage ma responsabilité ? Et y avait-il d'autres choix plus positifs et respectueux possibles ? Et là, on touche au cœur du problème qui dérange notre héroïne. Elle n'est pas venue dans cette relation pour souffrir. Elle ne l'a pas choisie. La phrase, pourtant, insinue que la relation doit prendre fin pour ce motif, sa souffrance. Thomas ne semble pas plus heureux, mais c'est Christelle qui est rendue responsable. De fait, tel qu'énoncé, la priorité de Thomas n'est pas du tout le bonheur de sa compagne. Sa priorité est de ne pas être tenu pour responsable de la rupture. De la même manière, il ne souhaitait pas être responsable des conséquences de son infidélité. Or, c'est peut-être le point qui lui permettrait d'accéder au bonheur. Assumer ses choix de vie, et donc les conséquences associées en toute cohérence. Et dans son cas, les conséquences seraient que oui, il est normal que Christelle ait besoin de parler de ce qu'elle ressent après son infidélité. Et, pour l'épanouissement du couple, qu'il devra faire des efforts. Mais si nous évoquons le choix, qu'en est-il du non-choix ? Vous savez, ces personnes qui ne décident jamais vraiment, ou seulement quand les décisions n'ont aucune conséquence. Peut-on finalement manipuler en ne faisant rien ? Eh bien oui, car le non-choix n'existe pas réellement. L'abstention de choix, oui. Et s'abstenir reste un choix. Observons une autre situation. Lorsque Thomas se rend chez sa belle famille, il essuie systématiquement des remarques sur son poids, sur les cadeaux qu'il apporte pourtant avec générosité, sur ses opinions lorsqu'il participe à une conversation. Tout est critiqué. Rien n'est jamais assez bien. Il sent clairement qu'on ne l'apprécie pas du tout. Mais ce qui le blesse le plus, ce n'est pas seulement leurs paroles, c'est le silence de Christelle. Elle est là, elle entend, elle voit, et pourtant, elle ne dit rien. Un jour, il finit par lui en parler, lui expliquant que ces situations l'humilient, qu'il se sent seul face à eux. Elle lui répond alors que ces remarques ne viennent pas d'elle, que c'est à lui de laisser couler et qu'il est injuste de lui reprocher quelque chose qu'elle n'a pas fait. C'est vrai, en apparence, Christelle n'a rien fait. Mais c'est bien là le problème, car en réalité, elle a choisi de s'abstenir d'intervenir, ce qui représente un choix, celui de ne pas le protéger. Et ce choix-là a un effet très concret. Thomas reste exposé à un environnement qui le dévalorise, alors que Christelle a fait le choix de le mettre en relation avec sa famille. S'abstenir de parler lui permet de ne pas assumer les conséquences de ce choix, qui impliquerait de recadrer sa famille ou toute autre solution qui permettrait à son partenaire de ne pas évoluer dans un environnement anxiogène. Et oui, ne rien faire n'efface pas la responsabilité. Cela rend simplement la chose plus difficile à nommer. Alors c'est vrai, on imagine souvent la violence relationnelle comme quelque chose de visible. Une parole dure, un geste, une attaque frontale. Mais il existe d'autres formes beaucoup plus discrètes. Une violence faite non par ce qui est dit, mais par ce qu'il ne l'est pas. Lorsque l'inaction devient répétée, elle cesse d'être une simple maladresse. Elle devient un message silencieux. Ta souffrance ne mérite pas d'action de ma part. Débrouille-toi seul. C'est ainsi que l'inaction devient une violence invisible. Elle isole et installe une solitude affective au cœur même de la relation. Et ce type de blessure-là est souvent plus difficile à nommer, parce qu'il n'y a pas d'attaque claire, seulement un vide. Et si cela se répète, c'est un signal qu'il est temps de faire un travail. Et donc, somme toute, agir parfaitement protège-t-il du déplacement de culpabilité ? Si l'on ne fait jamais d'erreur, jamais de colère, jamais d'excès, peut-on malgré tout se voir endosser le rôle du coupable ? La réponse est oui. C'est ce qu'on désignera comme le piège de la perfection. Celui où, à force de ne pas faire le jour sur ce dont vous êtes responsable ou non,
vous vous mettez à endosser toute la culpabilité et la responsabilité de la relation. Dans une dynamique de manipulation, il ne s'agit pas de ce que vous faites réellement. Il s'agit de la place que l'autre cherche à vous faire occuper pour tirer avantage de la situation, à votre détriment. C'est une dynamique où votre position est sans cesse déplacée pour que vous restiez en déséquilibre. Alors, prenez bien conscience de cela. Quoi que vous fassiez, quel que soit le niveau que vous atteigniez, la responsabilité vous sera toujours confiée afin de vous faire éprouver de la culpabilité. Comme cela, peu à peu, vous ne cherchez plus à comprendre la situation. Vous cherchez simplement à vous corriger vous-même. Et c'est justement là que se situe la diversion. Vous êtes focalisé sur le problème pointé du doigt, vous ou la chose responsable. Et vous ne prêtez plus attention au cadre. Comprendre cela, c'est déjà commencer à sortir du piège. Que vous soyez parfait ou imparfait n'y changera rien. Voyons maintenant ensemble comment contrer ce processus lorsque vous en êtes victime. Il faut commencer par établir votre propre perception. Si une situation vous trouble de façon répétée, ce n'est pas un hasard. Alors redonnez du crédit à ce que vous ressentez. Pas comme une preuve absolue, mais comme un signal légitime. La deuxième étape, c'est de revenir aux faits. Ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui se répète éventuellement. Et de vous demander si cela vous convient. Dès lors, comme énoncé plus tôt, demandez-vous à qui incombe la responsabilité de ce ou ces faits. Appuyez-vous sur la loi, et je me répète encore. Demandez-vous si vous avez choisi l'action mise en cause pour laquelle on engage votre responsabilité. Et s'il n'y avait pas d'autre choix plus positif et respectueux possible. Dès lors, vous devriez pouvoir distinguer clairement si vous avez tort de culpabiliser. Et si vous constatez que vous êtes face à ce type de manipulation, mais que vous ne parvenez pas à trouver une issue, demandez de l'aide. Dans le cas où vous constateriez que vous êtes responsable de ce type de comportement et que vous souhaitiez ne plus l'entretenir, bravo, vous avez déjà réalisé la première étape, reconnaître. Ensuite, il s'agit de réapprendre à faire face à sa propre responsabilité. Pour cela, vous aussi revenez-en aux faits. Demandez-vous, est-ce que je respecte la loi en agissant ainsi ? Et cette action qui m'est reprochée, aurais-je pu ne pas la choisir pour une autre plus raisonnable ? Dès lors, acceptez de dire « ce que j'ai fait a eu un impact », sans justification immédiate. Pas pour vous refuser le droit de vous expliquer, juste pour vous donner le temps d'éprouver de l'empathie. Même si ce n'est pas très confortable, cela vous reconnecte à votre humanité. Celle qui dit « je ne suis pas parfait, mais je comprends et je peux évoluer ». Puis vient un travail plus profond, comprendre ce que ces mécanismes protègent en vous. Est-ce la peur d'être abandonné, de perdre le contrôle ou de ne pas être assez ? Car on ne manipule jamais par hasard. On manipule pour ne pas ressentir une vulnérabilité. N'hésitez donc pas à contacter un thérapeute pour comprendre le pourquoi et ou un coach pour éviter de retomber dans ces schémas. Et là, enfin, vous pourrez expliquer, pas pour minimiser, pour assumer, dire « j'ai compris que j'ai fait cela pour la raison suivante, mais je comprends que ça ne justifie pas et donc, dorénavant, je ferai ceci ou ne ferai plus cela. » Il s'agit finalement d'apprendre une nouvelle compétence relationnelle. Exprimer ses besoins sans prendre le pouvoir sur l'autre. Parfois, ce chemin nécessite un accompagnement. Pas parce que vous êtes mauvais, parce que certaines stratégies se construisent très très tôt dans l'enfance. Et comprenez bien, arrêter définitivement, ce n'est pas devenir parfait. C'est choisir chaque jour une relation plus consciente que défensive. Alors, aujourd'hui nous avons vu que le déplacement de culpabilité ne tient pas dans de grandes scènes dramatiques. Il se glisse dans des petites phrases ordinaires du quotidien, parfois même dans des silences. Et c'est précisément ce qui le rend si difficile à repérer. Il ne crie pas, il chuchote, même avec douceur. Mais s'il y a une chose essentielle à retenir, c'est celle-ci. Ne cherchez pas à être parfait, personne ne l'est. Cherchez plutôt à être aimé pour qui vous êtes. Et pour cela, oui, il faut accepter de faire des erreurs. Et faire des efforts pour les corriger quand elles blessent l'autre. Parfois, il ne s'agit pas de réparer la relation. Il s'agit de vous réparer vous-même. En sortant d'un cadre qui vous abîme. Pas nécessairement dans la rupture du lien,
mais pour commencer dans la rupture de la dynamique et dans le commencement d'un travail, seul ou à deux, avec de l'aide ou pas. Mais travaillez sur vous, c'est essentiel pour retrouver l'équilibre, pour retrouver l'amour, pour retrouver, voire découvrir un lien sain. Dans le prochain épisode, on parlera de victimisation ou comment instrumentaliser la douleur peut abîmer le lien. Attention, si vous êtes victime de violences psychologiques ou physiques, un numéro, le 3919, destiné aux femmes victimes de violences est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous écouter, vous orienter et vous soutenir. Il est gratuit et anonyme, donc n'hésitez pas. Sur cette chaîne, on déconstruit les clichés. On redonne du sens afin de retrouver l'équilibre et honorer notre humanité. Je suis Miss Good Vibes, je pense que les mots peuvent guérir, que la nuance peut changer le monde, que la bienveillance n'est pas une faiblesse. Bienvenue dans mon univers où on brille ensemble. Pour des relations plus lucides et épanouissantes. Likez, commentez, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez me soutenir, tous mes liens sont en description. Je vous dis à bientôt. C'était Miss Good Vibes pour vous servir.